Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre de George Orwell, 1984. Il s'agit d'un roman dystopique écrit après la Seconde Guerre mondiale. Vous trouverez ici des explications du contexte historique ainsi qu'un extrait de l'Incipit de 1984. Tout d'abord, qui est George Orwell? Il s'agit d'un auteur britannique né sous le nom de Eric Arthur Blair en 1903. Il est décédé en 1950. Il est connu notamment pour des œuvres telles que La ferme des animaux en 1984 qui sont des dystopies. Mais qu'est-ce qu'une dystopie? Une dystopie, c'est tout simplement l'exact inverse d'une utopie. Une utopie est généralement perçue comme un monde imaginaire parfait. La dystopie est donc l'exact inverse, une société imaginaire représentée dans un régime totalitariste ou encore avec des idéologies néfastes. Durant la Seconde Guerre mondiale, deux blocs se font face. D'un côté, les forces alliées, de l'autre, les forces de l'Axe. Parmi les forces alliées, trois pays se font remarquer. L'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est ceux que l'on nommera plus tard les trois grands. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux pays s'en sortant le mieux et restant de grandes puissances sont les États-Unis et l'Union soviétique que l'on nomme maintenant l'URSS. À partir de 1950, les États-Unis et l'URSS sont les seuls pays à posséder l'arme nucléaire. De là montera petit à petit une angoisse au sein de la population, puisque la guerre froide commence et ne se terminera qu'en 1991. Vous pouvez voir ici donc les deux blocs, le bloc de l'Ouest représenté par les États-Unis et de l'autre, le bloc URSS à l'Est. Parlons plus précisément de 1984. Ce roman est paru pour la première fois en 1949. Il s'agit de la même année que les tests faits par l'URSS avec la bombe nucléaire. Ce qui expliquera plus tard les liens que l'on pourra faire entre la politique de l'URSS de l'époque et celle du roman. L'histoire se déroule au Royaume-Uni, 30 ans après une guerre nucléaire qui aurait eu lieu dans les années 50. Le totalitarisme présent dans le roman est fortement inspiré du stalinisme. On peut retrouver une sorte de rivalité entre le bloc de l'Ouest et l'URSS dans ce roman, même s'ils ne sont pas directement mentionnés. Je vais vous lire à présent l'Incipit de ce roman 1984. C'était une journée d'avril, froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire, pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'1 mètre. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au 7e. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait de regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblaient suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne, encastré dans le mur de droite. Winston tourna le bouton et la voix diminua de volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran, comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre.
Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue uniforme de partie. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, le petit remous de vent faisait tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le soleil fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde », répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot. Ang Sok. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens, mais les patrouilles n'avaient pas d'importance, seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur les dépassements des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu, aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre. On vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son ennemi était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À 1 kilomètre, le ministère de la Vérité où il travaillait s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Voilà Londres, pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût. Londres, capitale de la première région aérienne, la 3e par le chiffre de la population, des provinces de l'Océania. Il essaya d'extraire de sa mémoire quelques souvenirs d'enfance qui lui indiqueraient si Londres avait toujours été tout à fait comme il la voyait. Y avait-il toujours eu ces perspectives de maisons du XIXe siècle en ruine, ces murs étayés par des poutres, ce carton aux fenêtres pour remplacer les vitres, ces toits de plâtre de tôle ondulée, ces clôtures de jardin délabrées et penchées dans tous les sens? Y avait-il toujours eu ces emplacements bombardés, où la poussière et le plâtre tourbillonnaient, où l'épilogue grimpait sur des monceaux de décombres, et ces endroits où les bombes avaient dégagé un espace plus large et où avaient jailli de sordides colonies d'habitacles de bois semblables à des cabanes à lapins? Mais c'était inutile. Winston n'arrivait pas à se souvenir. Rien ne lui restait de son enfance, hors une série de tableaux brillamment éclairés, sans arrière-plan, et absolument inintelligibles. Le ministère de la Vérité, mini-vert en novlangue, frappait par sa différence avec les objets environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de béton d'un blanc éclatant. Elle étageait ses terrasses jusqu'à 300 mètres de hauteur. De son poste d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade d'inscription artistique les 3 slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Le ministère de la Vérité comprenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol, et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans Londres, il n'y avait que 3 autres constructions d'apparence et de dimensions analogues. Elles écrasaient si complètement l'architecture environnante que, du toit du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les 4 simultanément. C'étaient les locaux des 4 ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil gouvernemental. Le ministère de la Vérité, qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix,
qui s'occupait de la guerre, le ministère de l'Amour, qui veillait au respect de la loi et de l'ordre, le ministère de l'Abondance, qui était responsable des affaires économiques. Leurs noms en novlangue étaient Miniver, Minipax, Mini-Amour et Mini-Plein. Le ministère de l'Amour était le seul réellement effrayant. Il n'avait aucune fenêtre. Winston n'y était jamais entré, et ne s'en était même jamais trouvé à moins d'1 kilomètre. C'était un endroit où il était impossible de pénétrer, sauf pour affaires officielles, et on n'y arrivait qu'à travers un labyrinthe de barbelés enchevêtrés, de portes d'acier, de nids de mitrailleuses dissimulés. Même les rues qui menaient aux barrières extérieures étaient parcourues par des gardes en uniforme noir, à face de gorille, armés de matraques articulées. Winston fit brusquement demi-tour. Il avait fixé sur ses traits l'expression de tranquille optimisme qu'il était prudent de montrer quand on était en face du télécran. Il traversa la pièce pour aller à la minuscule cuisine. En laissant le ministère à 7 heures, il avait sacrifié son repas de la cantine. Il n'ignorait pas qu'il n'y aurait pas de nourriture à la cuisine, sauf un quignon de pain noirâtre qu'il devait garder pour les petits déjeuners du lendemain. Il prit sur l'étagère une bouteille du liquide incolore, qui portait une étiquette blanche où s'inscrivaient clairement les mots « Gin de la victoire ». Le liquide répandait une odeur huileuse, écœurante, comme celle de l'eau de vie de riz des Chinois. Winston en versa presque une pleine tasse, s'arma de courage pour supporter le choc, et avala le gin, comme une médecine. Instantanément, son visage devint écarlate et des larmes lui sortirent des yeux. Le breuvage était comme de l'acide nitrique et, de plus, on avait en l'avalant la sensation d'être frappé à la nuque par une trique de caoutchouc. La minute d'après, cependant, la brûlure de son estomac avait disparu, et le monde commença à lui paraître plus agréable. Il prit une cigarette dans un paquet froissé marqué « Cigarette de la victoire » et, imprudemment, la tint verticalement, ce qui fit tomber le tabac sur le paquet. Il fut plus heureux avec la cigarette suivante. Il retourna dans le living-room et s'assit à une petite table qui se trouvait à gauche du télécran. Il sortit du tiroir un porte-plume, un flacon d'encre, un in quattro épais et vierge au dos rouge et à la couverture marbrée. Le télécran du living-room était, pour une raison quelconque, placé à un endroit inhabituel. Au lieu de se trouver comme il était normalement dans le mur du fond où il aurait commandé toute la pièce, il était dans le mur le plus long qui faisait face à la fenêtre. Sur un de ses côtés, là où Winston était assis, il y avait une alcôve peu profonde qui, lorsque les appartements avaient été aménagés, était probablement destinée à recevoir les rayons de bibliothèque. Quand il s'asseyait dans l'alcôve, bien en arrière, Winston pouvait se maintenir en dehors du champ de vision du télécran. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais aussi longtemps qu'il demeurait dans sa position actuelle, il ne pourrait être vu. C'était l'aménagement particulier de la pièce qui avait en partie fait naître en lui l'idée de ce qu'il allait maintenant entreprendre. Merci d'avoir écouté cette vidéo et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire.